Ding 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 ding. Deuxième round de Thomas Sirix en vert et contre tous. Non, il jette des tomates pourries. Il sort la deuxième partie sur son blog de l'envers du décor du YouTube Game, des conventions et tout ça. Il avait déjà sorti un premier blog que j'avais fait une première vidéo dessus. Et là, donc, c'est la deuxième partie. Il n'y a pas grand-chose à dire dans le contexte. On va reprendre un peu les bails et on va se lancer directement dans le bain. Alors par contre, très important, pour comprendre le contexte de l'écriture de ce blog, il est très important de savoir, de le regarder au moins le début de la première vidéo où il explique un peu le contexte de pourquoi il a décidé de prendre sa plume et d'écrire tout ça. C'est très intéressant. Et en même temps, regardez la première vidéo, si vous n'avez pas vu la première partie, elle est assez incroyable. D'ailleurs, je me rends compte, j'ai 60 000 vues, je pensais pas qu'elle allait faire autant de vues, cette première partie. Mais n'hésitez pas à y aller, les fiches, la description, tous les liens sont là comme d'habitude. Et donc on part directement à cheval sur la deuxième partie. YouTube l'envers du décor, des amitiés inoubliables. Soyons clairs, écrire tout cela me pèse. Ce n'est pas agréable de se replonger dans les innombrables dramas et autres souvenirs glauques du milieu. Je le fais pour extérioriser, je n'ai aucune envie de maigrir en gardant tout cela pour moi. Et enfin, idéalement pour partager. Si ne serait-ce qu'une personne, grâce à ce partage d'expérience, parvient à éviter des situations misérables, alors j'aurai atteint véritablement mon objectif. Il donne quand même des sacrées prises de température dans tout ce qui se passe dans le YouTube game, dans le influenceur game de ce côté-là. Alors comme je l'ai déjà dit dans la première vidéo, vous allez dire mais bon ouais, on se redoutait, merci Captain Obvious. Oui, mais c'est toujours aussi intéressant d'avoir une source sûr de tout ça, de partager toutes ces expériences. Moi aussi j'ai vécu des expériences un peu similaires pour les 2-3 fois où je me suis retrouvé dans des conventions derrière les carrés VIP et derrière les rideaux. C'est intéressant de raconter ce genre d'histoire. C'est important, je trouve, de raconter ce genre d'histoire. Un peu de contexte tout d'abord, nécessaire pour mieux appréhender la suite. J'ai aujourd'hui 33 ans, en couple, et l'amitié, la vraie, cela fait longtemps que je sais ce que c'est. J'ai la chance et le privilège d'être bien entouré, certains de mes amis me sont proches depuis plus de 20 ans, et je suis reconnaissant à la vie de m'avoir fait croiser le chemin de nombreuses personnes qui l'égayent aujourd'hui. Vous allez voir, ça fait sens avec la suite. Ceux qui me connaissent savent que je passe bien trop de temps au téléphone pour parler avec tout un tas de gens, aussi même s'il m'arrive parfois de manquer de temps pour pouvoir profiter de tous. Je n'oublie jamais ce que les gens ont fait de moi. On en reparle après, mais un des plus gros problèmes, moi, je trouve, de la part des influenceurs, des youtubeurs ou de l'image qu'ils en laissent, c'est que YouTube, Twitch, on va résumer à YouTube, Twitch, bref, Instagram, tout ça, Facebook, Twitter, c'est que YouTube, c'est leur unique univers et c'est leur seul univers. Et il y a des youtubeurs hyper influenceurs qui ont des amis hyper influenceurs, qui sont en contact avec d'autres influenceurs, et au final, ils sont dans une bulle entre eux. Il y a rien, t'as l'impression qu'il y a rien qui les sort de cette bulle de YouTube, et t'as l'impression qu'ils n'ont pas d'amis en dehors de YouTube, et du coup, sur YouTube, est-ce que tu as vraiment des vrais amis ou c'est juste des très bonnes connaissances un peu amicales dans le cadre d'un jeu d'influence que tu dois faire si tu veux survivre dans ce bordel? Et au final, t'as pas de vrais amis, de vraies connaissances, des trucs qui te détachent de ce YouTube game. Beaucoup ont pas de femmes, pas d'amis, même des amis d'enfance, des amis d'école, des amis de taf. Est-ce qu'on peut avoir des amis au taf? Ça aussi c'est une grosse question. Et du coup, ça les sort de... remarque, je fais le parallèle avec le taf, mais il y en a, ils sont tellement enfermés dans leur taf, ils pensent qu'ils ont des amis dans le taf, et au final, ils n'ont pas d'amis à l'extérieur, et ils commencent totalement à perdre un peu les boulons de ce côté-là. C'est toujours très intéressant. Moi, de mon côté, comme j'ai déjà dit, et souvent ils se posent la question, YouTube, c'est pas mon activité principale, je vis pas de YouTube. YouTube, je fais mes vidéos après de grosses journées de taf pour me détendre. J'ai un vrai taf à l'extérieur, j'ai une femme, 2 gamins, et donc c'est peut-être aussi pour ça que, peut-être un peu plus posé, un peu plus reculé sur tout le bordel, je joue pas ma vie. Là où certains, justement, jouent leur vie, parce que s'ils ratent leur OPSP, s'ils ratent leur fit
avec tel influenceur, ça peut avoir de grosses répercussions en termes financiers, en termes de notoriété et ainsi de suite. Donc il y a vraiment un Game of Thrones qui s'opère du côté des influenceurs de ce côté-là. Ceux qui me connaissent savent que je passe bien trop de temps, c'est donc parce que j'ai la chance de connaître autre chose que j'ai le recul pour vous parler aujourd'hui de ces amitiés inoubliables qu'on a sur Internet. D'abord les youtubeurs. Sont-ils seulement vraiment amis ou seulement collègues, ou est-ce un panier de crabes où tout le monde se sert de tout le monde? C'est un peu les trois à la fois. C'est ça qu'il faut pas oublier, c'est rien n'est tout blanc, rien n'est tout noir, c'est un peu les trois à la fois. Il y a plusieurs types de relations entre créateurs dans ce milieu. Dans les relations hiérarchisées, on a une personnalité connue et des gens qui l'entourent. La plupart sont là pour profiter de sa visibilité. J'ai connu des youtubeurs qui, ayant vu leur carrière décoller, se sont rapidement retrouvés entourés d'opportunistes de la pire espèce. Le genre qui ne disent que ce qu'on a envie d'entendre, et c'est là tout le problème. J'ai souvent dit, la différence entre un pote et un véritable ami, c'est ce que le premier te dit ce que tu veux entendre, quand le second te fait remettre en question. Alors, si un véritable ami te casse tout le temps les couilles aussi, au bout d'un moment, c'est comme ça. Hein. J'adhère à cette logique, seulement il faut bien reconnaître que les relations en ligne sont souvent sensibles. Or, j'ai eu ce choix malheureux que de vouloir être sincère en amitié là-dedans. Et donc dire franchement les choses, en bien comme en mal. C'est exactement ce qu'il ne faut pas faire dans ce milieu. Trop naïf, j'ai peut-être parfois négligé l'aspect « il ne faut pas aider quelqu'un qui ne veut pas être aidé ». Quelqu'un qui ne veut pas être aidé, ça sert à rien de discuter. Mais vraiment à rien. Quand je discute avec quelqu'un, que ce soit un ami, un influenceur, ou bref, quand on discute, il y a des gens qui viennent te raconter leurs problèmes. Moi, généralement, je leur donne 2-3 avis, 2-3 opinions, mais je cherche pas à les aider. Je donne mon avis, mon opinion, mais je cherche pas à les aider. Il y en a beaucoup qui, si tu cherches à les aider, ils vont juste dire ouais mais non mais et puis finalement bon, au pire tu t'embrouilles avec eux. Donc je donne mon avis, écoute, c'est mon avis, mon opinion, moi je ferais ça. T'es libre de ton choix, t'es adulte, choisis par toi-même. Par contre, et ça sert au bout d'un moment, comme le disait un très grand philosophe, peu importe le chemin que tu prends, ça sert à rien de tout le temps regarder dans le rétroviseur quel croisement t'as pris. Trace ta route. C'était le chinois dans Fast and Furious Tokyo Drift. D'ailleurs, il faudrait que je le revoie ce film pour me remettre la citation dans le bon sens, mais je trouve qu'elle était vraiment très très juste. Et de chercher à aider quelqu'un qui veut pas être aidé, c'est juste impossible. Sur ce point, et parce qu'en plus, la petite nuance, c'est que lui-même ne sait pas qu'il est extrêmement réticent et qu'il veut pas être aidé. Enfin, c'est très compliqué. On peut faire des discussions et des débats lourdingues de ce côté-là. C'est très compliqué. Mais en résumant, c'est l'idée. Sur ce point, je plaide coupable. J'ai essayé de traiter mes amitiés en ligne dans le milieu de la même manière que mes amis de 20 ans IRL. Grossière erreur, clairement. Moi, je suis très copain avec Cartoon. Pour ceux qui connaissent Cartoon du début de ma chaîne avec Best of Track, enfin du milieu de ma chaîne avec Best of Track et tout ça, c'est un ami qu'on se connaît depuis le CP. Évidemment qu'on n'a pas la même approche, évidemment qu'on n'a pas la même façon de se parler qu'une personne que je connais depuis 2 ou 3 ans uniquement par le prisme d'Internet. C'est normal. Et tu peux pas. Et il faut pas. Juste, il faut pas. C'est un faux pas. Les subtilités que j'ai rencontrées ont été parfois d'une violence incroyable pour des broutilles, et j'aurais des anecdotes à n'en plus finir. Une fois par exemple, j'ai eu le malheur d'essayer d'expliquer à un auteur de fanfic que son travail serait peut-être plus mis en valeur s'il se basait sur son propre univers, plutôt que d'en reprendre un existant. Alors Thomas... Ce genre de truc, ça marchera jamais. Même si t'as un copain de 20 ans d'âge, c'est comme lui tenir les testicules et lui demander de siffler. C'est pas possible. Parce que même un auteur de fanfics, s'il a fait ça dans son univers, qu'il a pris, il a toutes ses raisons, que ça soit émotionnel, que ça soit attaché, que ça soit... Bref, tu peux lui dire une fois, mais ça sert à rien de... C'est comme prêcher un converti. Tu peux pas... Le mec, il est parti dans son projet, tu peux pas le... sortir de ce projet, ça fait des années qu'il y pense, donc oui, mathématiquement, ça aurait pu être plus mis en valeur, on va dire ça quelque part. Mais c'est trop personnel pour que le gars accepte ce genre de commentaires. Je peux comprendre qu'il se soit froissé. Moi, je t'aurais envoyé chier. Amicalement, évidemment. Mais bon. C'est un point qui se discute volontiers, mais ça l'a mis dans un tel état de rage, voilà, c'est ça, faut pas non plus que ça soit un état de rage, on en discute, je fais écoute gros,
c'est mon boulot, poupougne, je fais comme je veux. Voilà, ça s'arrête à ça. Il n'y a pas besoin de se mettre dans un état de rage que j'ai eu droit des années plus tard à un déferlement de haine et de violence malsain. Là, il y a un problème. Oui, juste pour ça, j'ai eu le même jour, le jour où on m'a demandé « Tu penses quoi de ma coiffure ?» Franchement, oui, franchement, je suis pas fan. Et voilà, bim, pervers narcissique, manipulateur qui aime faire souffrir les gens, bah voyons. C'est pareil, Thomas. En fait, j'ai l'impression que des fois, il te manque un petit filtre. Alors, il raconte beaucoup d'anecdotes intéressantes, et du coup, je donne mon avis également, mon opinion. Ça reste mon avis, mon opinion. Il manque un petit filtre. Il y a des choses que tu ne peux pas dire. Moi, je le vois avec ma femme. Et si vous êtes en couple, alors, il y en a qui réveillent leur nana pour leur faire l'amour et tout. Il y a plein de couples différents, on est d'accord. Suffit de lever les yeux au ciel et d'y réfléchir. Mais moi, dans mon couple, et dans la plupart des couples, on va dire, classiques, quand une femme te pose ce genre de questions, c'est du réflexe. Elle attend pas que tu juges à sa juste valeur, elle veut juste une validation. Elle veut juste que tu dises oui avec une voix plus grave. T'en penses quoi de ma coiffure? Oui, elle est géniale. Réflexe, il n'y a pas à discuter. Si tu mets... Alors, oui, il y a eu un doute, c'est fini, c'est foutu, ça marche pas comme ça. Chérie, tu trouves que j'aime... Oui. C'est comme 6 juin 44, débarquement. C'est réflexe conditionné, tout de suite. C'est... ouais, t'as un peu maigri, ça marche pas, ça marche pas. Oui. Et là, je peux dire, il y a des couples qui seraient sauvés. Le problème avec les gens qui ne comprennent pas le concept réel d'amitié, c'est qu'ils peuvent être très isolés IRL et donc se retrouver en ligne. Il y en a des masses, telles des grappes qui créent leur propre milieu avec leurs propres valeurs, des terreaux idéaux de caricatures de SJW, dont nous parlerons plus tard. Et voilà, ainsi j'ai évolué des années dans un milieu avec mes pauvres valeurs de franchise et de réciprocité, totalement inverses à ceux qui marchent le mieux. La cible ambulante, on pourrait facilement en rire, d'ailleurs ne vous en privez pas, ce côté Zorro à vouloir aider, etc., mais on n'est pas dans un film. Un jour, un youtubeur très connu me croise en convention. Il me demande si j'aime sincèrement ses vidéos. Alors déjà, tu vois le méga ego surdimensionné, t'en penses quoi de mes vidéos? Et donc là, on est clairement dans le même cliché que la nana, tu trouves pas que j'ai maigri? Tu penses quoi de ma coiffure? Oui, j'adore. En fait, c'est une question purement rhétorique à un seul son de cloche. S'il te pose la question, c'est uniquement pour flatter son ego. Il ne veut pas que tu le désaxes ou que tu dises un truc mauvais. Il veut juste entendre ce que lui-même pense, mais avec une voix différente. Et clairement, c'est juste... voilà. Je pense que, pour revenir en couple, je rapatrie beaucoup ça au couple, mais vous vous êtes tous fait piéger par votre nana ou votre mec qui arrive et qui vous dit « Tu remarques rien ?» Et là, je peux te dire... Tu vois le chien, là tu vois... Attends. Je suis obligé de mettre cet extrait, tellement il est magnifique. Quand ta copine vient, ou ton copain vient et te dit « Tu remarques rien ?» On est clairement comme ça dans notre tête. Vous avez compris l'idée. Comme ça, mais en ultra flash de 2 secondes. T'as plein de trucs, tu sais que tu vas avoir faux, peu importe. T'as acheté une boucle d'oreille, des coupes de cheveux, t'as maigri, t'as acheté un nouveau pull, tu t'es refait les ongles, t'as refait tes pointes. C'est compliqué. Et donc ça peut très vite dégénérer. Et donc là, t'as un gros youtubeur très connu qui me croise en convention et me demande « Est-ce que j'aime sincèrement ses vidéos ?» Je lui réponds toujours dans cette confondante naïveté, je suis pas fan, par contre je t'apprécie en tant que personne clairement. Monumentale erreur. Après moi je m'en amuse, après j'ai la façon de le dire parce que ça m'est déjà arrivé, alors par contre le gars est pas venu me dire.
Qu'est-ce que t'en penses de mes vidéos? Je tombais sur des youtubeurs, dans des soirées VIP ou des trucs comme ça. Putain, je t'aime bien. Franchement, tes vidéos, c'est dégueulasse. Je déteste, mais j'aime bien ton personnage. Mais ça passe sur le coup de l'humour. Ou alors ils veulent pas me contredire moi-même, je sais pas. Mais c'est rigolo. Inutile de vous dire qu'il a tout de suite été touché par mon honnêteté rafraîchissante dans ce milieu de faux semblants et nous sommes restés proches longtemps dans une amitié ne m'a plus jamais adressé la parole. Par la force des choses, plus on est connu dans ce milieu, plus les opportunistes et hypocrites vous entourent. C'est inéluctable et parfaitement logique et compréhensible. De ce fait, plus on est connu, plus on est entouré d'une cour. Et ça, je l'ai déjà vu. Je suis désolé de mettre plein d'interjections, plein de parenthèses, mais bordel de merde, évidemment, ça me rappelle beaucoup de souvenirs. Ça me rappelle une convention, t'as un youtubeur un peu connu qui vient, et t'as une espèce de grappe de fanboys qui sont autour de lui, et partout où il va, ils le suivent comme ça, et il a sa propre gravité, avec ses lunes qui tournent autour, et ses satellites. C'est super rigolo. Et puis quand il va aux toilettes, bah la grappe elle reste, donc d'un coup il y a une petite excentration orbitale, et puis dès qu'il ressort des toilettes, ça se raccroche, et puis c'est très pénible. Ça doit être très pénible pour les youtubeurs, pour les influenceurs en question, d'être non-stop avec une petite grappe comme ça. Alors forcément, il y en a, ils arrivent à s'échapper, il y en a, ils sont trop gentils pour dire, bon les gars... allez orbiter autour de Pluton, lâchez-moi un peu. Ils ont pas non plus envie de casser cette proximité avec la communauté, même si c'est pas méchant, mais ça doit être ultra fatigant avec le temps. Et c'est rigolo à voir en convention. Il y a une espèce de petite troupe comme ça. Tu sais qu'il y a il y a sûrement quelqu'un au milieu qui fait graviter tout ce monde autour, mais c'est assez rigolo. Et cela monte la tête à n'importe qui. Moi-même, j'ai sans doute cédé à toutes ces déférences, à toute cette déférence non méritée, à oublier que tout bon flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. On finit par se prendre pour plus talentueux qu'on ne l'est. Mais on parle juste de petites vidéos sur Internet. C'est quand même écrit avec c'est volupté. C'est écrit avec volupté. Peut-être pas volupté, peut-être pas le bon mot volupté. Voluptuosité, onctuosité. Ouais, c'est une écriture un peu onctueuse qui est assez agréable à lire et qui rappelle pas mal de souvenirs. C'est un peu comme cet autre youtubeur ultra connu que je connaissais. Un jour en convention, on se voit, il me dit « Viens, on se fait la bise !» Et là, moi j'ai fait « Mais... » Donc il l'a très mal pris, on va lire la suite, et forcément encore une interjection. J'ai 37 ans. Je crois que c'est après mes 30 ans que j'ai découvert que les garçons pouvaient se faire la bise. J'ai jamais compris le concept. Forcément, je suis d'éducation serbe. Et en Serbie, les garçons se font pas la bise. On se serre la main, on se fait un coucou, un wakatepe baboun, on se fait la bise dans des conditions ultra codifiées, on se fait la bise quand c'est Noël, quand c'est le Nouvel An, quand c'est une fête de famille, quand il y a une naissance, quand il y a un événement ultra heureux. On se fait la bise à ce moment-là. Mais uniquement entre familles, entre cousins, entre familles. Pas entre inconnus. Et apparemment, sur Paris, ça se fait beaucoup des garçons qui se font la bise. C'est très bizarre. Il y en a un, une fois, il a voulu me faire la bise en convention. J'ai fait une néo inversée. Je suis parti dans l'autre sens. Bonjour. Écoute, on se partagera une dizaine de bières après si tu veux. Et on pourra peut-être voir si on peut... se faire la bise, parce qu'il y a aussi cette je sais plus comment ça s'appelle en philosophie, en psychologie, cette espèce de bulle de proximité, ta bulle privative où tu sais, derrière la bulle tu te sens agressé. Je sais pas si t'as remarqué, c'est souvent ceux qui puent le plus de la gueule qui te parlent le plus près de la bouche, et toi t'es tout le temps en train de reculer. Une fois j'ai reculé 35 mètres dans une convention. Tu sais, parce qu'il me parle, et il est comme ça, ouais, alors là, je voulais te dire, et puis moi, tu recules petit à petit, et puis lui, il s'approche petit à petit. Mais tu peux pas non plus lui dire, Émile, prenez un chewing-gum, ça se fait pas. Donc, il y a plein de choses. Et c'est pour ça que j'adore lire son putain de texte, ça me rappelle beaucoup de bons flashbacks et de bons souvenirs, plus ou moins bons, mais globalement, même des mauvais souvenirs, au fur et à mesure du temps, ça devient des anecdotes rigolotes. Parce qu'au pire, ça fait des souvenirs. Devant tous ces fans qui attendaient en rang serré pour glaner un autographe, là aussi inutile de dire qu'il ne m'a plus adressé la parole depuis. Après, il faut savoir réagir dans le bon contexte. Tu peux pas faire la bise, le gars voulait que je lui fasse la bise, je l'ai claqué dans le dos. Allez, une bonne claque dans le dos, c'est suffisant. Il y a des gens à qui on ne peut jamais dire non dans ce milieu. La moindre erreur pourra vous coûter de nombreux ragots pour des années. Et ça, par contre, ça c'est dégueulasse. Ok, t'as pas fait la bise, t'as pas accepté la bise, que tu te tapes des ragots et des conneries sur plusieurs années juste pour ça, au bout d'un moment, il faut aussi respecter la personne en face.
peut-être la personne, elle est peut-être pas tactile, elle est peut-être pas, voilà, elle aime pas ça. Moi, c'est un gars, je lui serre la main, s'il veut pas me serrer la main, je vais pas mal le prendre. Il est peut-être ultra introverti, peut-être qu'il a des problèmes aux mains, peut-être qu'il a des problèmes de sudation, peut-être qu'il a pas envie, peut-être que, on s'en fout. Je dis, ok, y a pas de souci. Ça n'empêchera pas de discuter, cool. Il y a aussi le respect mutuel, évidemment. Je vais pas dire, ouais, il veut pas me serrer la main, c'est qui se con, on s'en fout. C'est juste un truc. T'imagines, tu viens, alors je sais plus c'est quel, je fais beaucoup de parenthèses, mais je sais plus c'est quel aborigène ou tribu aztèque ou mexicaine, bref, je sais plus. T'imagines, tu viens de là-bas. Parce que je dis ça parce que eux là-bas, quand t'es un visiteur qu'on ne connaît pas, pour te souhaiter la bienvenue et te garder des maladies ou des choses comme ça, bref, pour te souhaiter la bienvenue comme il se doit dans les traditions, ils te crachent dessus, ils te crachent peu au visage. Alors forcément dans notre société ça peut être mal pris, mais chez eux c'est un acte extrêmement bienveillant. Donc au pire, retrouvez si on vous demande de faire la bise ou de serrer la main, retrouvez le nom de cette tribu aborigène, crachez-lui à la gueule, il fait non mais chez moi c'est comme ça. et on verra s'il le prend mal. S'il le prend mal, il est raciste. J'arrête les conneries. Il y a des gens qui ont la moindre erreur, et des erreurs de ce niveau, je vous le confesse, j'en ai fait beaucoup. Jamais rien de grave, mais suffisamment pour froisser ces seigneureries. Des niveaux divers, et ainsi se forger une réputation dans une sphère où en plus j'avais le malheur d'entreprendre. J'insiste sur un point, j'essaye d'être franc, jamais agressif, ni irrespectueux. Cela va sans dire. Mais j'avais fini par céder à un minimum d'hypocrisie, sans quoi ce serait drama jour au jour. Et comme il a navigué dans le Voxmaker, enfin il était entrepreneur dans son collectif de Voxmaker, évidemment, avec tous les délires d'ego de chacun, c'est extrêmement compliqué de négocier et il est obligé de rentrer dans le game, sinon le truc il aurait pas tenu 2 mois. Au moins aujourd'hui, depuis qu'on a sali profondément mon image de la pire des manières, je suis dans une franchise totale. Plus aucun avenir dans le milieu, donc plus aucune raison de composer avec des boulets. Quelque part, il y a une forme de libération. D'ailleurs, j'ajoute que sur le nombre de youtubeurs que j'ai fréquentés dès que mon image a pris un coup, ils m'ont quasiment tous ghosté, désabonné, voire bloqué. Des gens avec qui je n'avais pourtant eu que des interactions positives ou neutres, encourageantes. Et là, lui, il anonymise tout, mais moi, je vais citer un nom parce que c'est très très véridique et il n'y a pas de mal à en parler. Dans le rétro gaming, il y avait un mouton noir qui était Edge. Edge s'est brouillé un peu avec tout le rétro gaming game, mais genre monstrueux. Et à un moment, c'était monté tellement haut que on nous forçait de prendre position. C'est-à-dire que soit t'étais avec lui et t'étais la pire des races, ou un traître, ou un branquignol, ou quelqu'un qui a aucune valeur, soit t'étais contre lui et tu pouvais continuer à discuter avec les gens. Et moi, mon postulat de défense, c'était simplement, t'es en engueulade avec lui, vous vous prenez le chou, vous êtes dans un drama hallucinant, mais c'est entre vous. Moi, Edge a toujours été extrêmement correct avec moi. Je vois pas pourquoi, d'un coup, je le boycotterais, je le bloquerais, je me désabonnerais, ou je le ghosterais, ou j'irais plus à sa convention, je sais pas s'il en fait encore. Bref. Il a toujours été très correct avec moi je suis correct avec lui, c'est œil pour œil, dent pour dent. Le jour où il me fait une crasse, on en rediscutera. Mais vos affaires, c'est entre vous. Bref. Et c'est totalement débile. Thomas Sirix et ont vécu également la même chose. Moi, j'ai toujours été en très bon terme avec Thomas. Il m'a rien fait à moi personnellement. Pas grand-chose à dire. Ce que j'aimerais bien, et je lui ai déjà dit plein de fois, c'est que à terme, on lui laisse le temps, il n'y a pas besoin d'être pressé là-dedans, c'est qu'il revienne sur l'affaire Voxmaker, en détail. Et ça, j'ai hâte. Mais je sais rester patient. Parce qu'il y a plein de mises en lumière qui doivent être faites et qui manquent. Et du coup, son son de cloche, mais diablement intriguant et intéressant pour mettre
en porte-à-faux ou mettre en exergue les autres sons de cloche qu'on a eu lors de l'affaire de Voxmentor. Des gens avec qui je n'avais pourtant eu que des interactions positives ou neutres, encourageant. D'un autre point de vue, vous comprendrez aisément que si un gros youtubeur a d'une part sa cour qui le flatte et que tu arrives sans tout ce jeu d'apparence et de faux semblants, tu fais tâche. Je n'ai jamais totalement pu m'adapter et m'intégrer dans ce milieu, notamment à cause de ça. C'est vrai, plutôt que d'écrire ce pavé, j'aurais pu me contenter de dire « le milieu est très hypocrite », là vous avez le détail de ce constat. Je vous raconte tout ça pour que vous compreniez que le milieu est étouffant, il faut sans cesse s'impliquer et adhérer presque aveuglément à toutes les valeurs, tous les délires, sous peine d'être ostracisé. Ce qui dans la plupart des cas se traduit simplement par une hypocrisie omniprésente. Après, il y a évidemment d'autres types de relations non hiérarchisées. Là, les youtubeurs sont de niveau plus ou moins équivalent, et les amitiés agréables y sont aussi courantes. Que les trahisons, rien ne lie plus les gens ensemble qu'un ennemi commun, et c'est encore plus vrai ici. Si vous saviez le nombre de fois où j'ai vu des cercles de youtubeurs en train de médire sur quelqu'un, ou au moins une fois sur deux, c'était quelqu'un qu'ils connaissaient. Ça, c'est non-stop. On est tous des vampes. Vous savez, les deux vieilles qui discutent au bord de la fenêtre, et il y en a une qui s'ennuie et dit « Je m'ennuie ». Et l'autre, elle dit « Et si on disait du mal des gens ?» Et là, ça devient fun. Donc, on fait tout ça. Ce milieu est pesant. Ces mentalités expliquent pourquoi il n'est pas si facile d'être heureux sur YouTube. Même si la chaîne marche très bien, les gens n'y sont pas toujours fiables, on est toujours exposé et surtout on finit par ne plus y penser qu'à son travail, qu'à ses relations de travail, à ne plus fréquenter que des youtubeurs ou des fans ou des gens du milieu. Cela peut vite devenir étouffant et soyez assurés que tout ce beau monde est rarement aussi fun en privé qu'en public. Tout ce que je dis là n'est pas nécessairement propre au milieu YouTube, c'est dans la nature humaine de faire jeu des relations en société. Mais tout de même, s'adapter je comprends. En abuser, c'est tout autre chose. Il m'est arrivé de voir, et pas qu'une fois, des gens draguer avec application des stars du clic pour leur profondeur, leur gentillesse, leur droiture, leur incroyable origine, leur visibilité. Et là, RGC. Alors je sais plus quelle année. 2016, 2017, je sais plus quelle année, 2015 peut-être, je sais pas. À force, tu vas, ça peut-être 5-6 fois, donc au bout d'un moment tu perds. Il y a une RGC, il y avait Wawa de Retro Game, Olivier Wawa, Retro Game, Back in Toys, celui qui vient, j'irai venir chez vous. Non, je viens chez vous regarder votre, je sais plus comment ça s'appelle. Je viendrai voir chez vous, d'ailleurs, je profite d'une énième interjection. Padawam HD a sorti une vidéo de 4 minutes, j'arrive chez toi fumier, Rodka la plus folle du monde, où il imite Wawa. C'est un des plus gros fous rires du monde, tellement il l'a bien pastiché. C'est du pastiche satirique, mais c'est tellement bien. Et donc là où je voulais en venir, j'ai vécu cette histoire de visibilité à ma façon. C'était il y a très longtemps, j'avais 10 000 abonnés. Et donc on discute, il y a Wawa qui est en train de filmer son truc, il arrête de filmer, nous on discute de YouTube de gauche à droite, et Wawa me dit « Ah mais t'as une chaîne YouTube, t'es qui ?» Moi j'ai dit « Je suis psychodélique », il commence à chercher sur son téléphone, « Ah mais t'as combien d'abonnés ?» Et à l'époque je sais pas, je devais avoir 10 ou 11 000 abonnés, peut-être 8, 9 000, entre 8 et 11 000 abonnés, bref, hein, c'était, voilà, entre 8 et 11 000 abonnés, on va dire 11 000. Ouais, j'ai 11 000 abonnés, mais pourquoi ça t'intéresse ? Et là, il est parti. Mais genre, c'est la dorade qui s'en va. J'avais pas assez d'abonnés pour l'intéresser. Après, il s'est accroché à un autre youtubeur qui avait 40 ou 50 000 abonnés, et là, il a discuté un peu plus longuement. Ça m'avait fait rire. Et j'en rigole, plusieurs années après, j'en rigole toujours de bon cœur. De cette façon où, tu sais, donc je discute avec l'autre, puis je retourne la tête, hop, il est plus là. Tu sais, Kagabushi. C'était tellement drôle. Comment puis-je l'affirmer ? Parce que je l'ai vu, j'ai vu les mêmes draguer avec les mêmes applications d'autres gens ayant pour seul point commun la visibilité en ligne.
parce que j'ai parlé à des gens qui ont reconnu à demi-mot n'être sortis avec un tel ou un tel pour la visibilité. Parce que j'en ai vu essayer de draguer patiemment chaque membre d'un groupe dans l'espoir d'en trouver un ou une qui cède. Il y a même un cas où la personne concernée était homosexuelle. Notez bien que j'ai dit homosexuel et non bisexuel. Homosexuel, qui est sorti avec une personne du sexe opposé pendant longtemps afin de se faire connaître et la larguer après. Et moi, mon petit Thomas, je veux bien qu'on anonymise, comme j'ai déjà dit dans la première vidéo, sur certains trucs. Autant il y a des anecdotes. Lâche le nom, gros. Parce que là, c'est juste croustillant. J'aimerais bien savoir. De renier sa sexualité sous seul prétexte de grappiller un peu de fame et de lumière de projecteur, c'est chaud. Et une fois que t'as eu ta fame, tu le largues. Vous me direz, oui, mais on peut pas savoir, on n'est pas dans leur couple. Non, c'est vrai. Mais moi j'étais en convention et ce genre de personnes, je les voyais bien rejouer le même cirque au prochain sur la liste, croyez-moi, c'est sans équivoque. L'industrialisation de l'amour comme tremplin pour la réussite, une histoire vieille comme le monde. Et pourtant, les fans trouvent les couples comme ça mignons, et en même temps, on ne peut toujours pas différencier de l'extérieur les arrivistes à la belle amie des amours sincères. Mais il est bon de savoir que ça existe. Les arrivistes à la belle amie. Ça vient, je sais pas d'où vient cette référence. Si vous connaissez cette référence, les commentaires sont là. À présent, parlons un peu de ces relations en elles-mêmes. Dans le milieu, on se fait d'incroyables crasses, surtout entre amis. Dans ce milieu, je ne crois pas avoir jamais vu une personne qui ne soit pas venue se plaindre à moi d'un ami dans son dos. Parfois dans des termes graves. J'ai passé littéralement des années à écouter des gens se plaindre les uns des autres par derrière, quel que soit leur statut, voire essayer de me monter contre X ou Y. Et parfois, un ou une venait se plaindre, alors j'allais discuter avec la personne visée, et je me faisais encore plus détester. Tout ça ne m'est jamais arrivé que sur Internet. Alors, ça arrive dans le taf, ça arrive dans le taf. Dans le taf, dans tous mes autres boulots, dans toutes les écoles, fac, clubs que j'ai fréquentés, je n'ai jamais eu de tel drama à une telle fréquence et dans telle proportion. On est d'accord sur la fréquence et les proportions. En fait, je n'ai presque jamais eu de drama tout court en dehors de ce milieu bizarre qu'est le YouTube Game. Si encore j'avais eu des problèmes toute ma vie, peut-être alors serait-ce moi le problème. Mais même pas. C'est le jour et la nuit, j'ai d'un côté un ami de 20 ans qui a choisi mon prénom pour son fils, et de l'autre de la haine basée sur des chamailleries incroyables. C'est de la folie. Et je parle de mon expérience, mais je ne suis pas le seul à faire ce constat, c'est ça que je veux que vous voyez. Ce milieu n'est pas normal. Allez, encore une anecdote. Un collègue, comme j'en ai eu des dizaines sur plusieurs années de collectifs divers, s'amusait sur son compte privé Twitter à se moquer des autres collègues pour amuser ses potes. Ils partageaient des infos de leur vie privée, se moquaient de leur célibat, etc. Mais par devant, tout mielleux, grande embrassade, etc. Un jour, un autre collègue youtubeur a eu accès à ce Twitter privé et m'en a fait part alors que je dirigeais le collectif. Évidemment, la manœuvre avait pour but de faire virer l'autre, mais le reste des gens étant maintenant au courant, le type en question n'a eu d'autre choix que de partir. Le collègue indélicat n'a jamais su qu'il l'avait trahi. Je n'ai pas pour principe de dénoncer. Évidemment, l'histoire a été totalement oubliée et réécrite par la suite. On a vu les deux protagonistes s'amuser ensemble, prendre des photos, etc. C'est beau. Inutile de vous dire que tout ce qui les a rapprochés, c'est à la fois manifestement de graves troubles de la mémoire, mais aussi le fait de m'avoir en ennemi commun. Oui, ce milieu, c'est un peu le Game of Thrones, mais sans throne. Throne. Qu'est-ce qu'il est chiant ce mot à dire en anglais. Juste de la visibilité et des histoires de gamins dignes d'une cour de collège. Ce qui m'amènera à une autre anecdote. J'avais lié une amitié, enfin je le croyais, avec une fan, qui était amie avec un youtubeur que nous connaissons tous les deux. Nous nous étions bien entendus et avons passé des soirées entières à discuter. Elle me racontait sa vie et me confiait ses problèmes personnels. J'avais l'impression d'être utile. J'ai honte de la bêtise avec le recul. Là,
Je l'entendais médire sur son ami youtubeur. À un moment, elle me sort « Oui, il est paumé, il fait plein de conneries avec les gens. D'ailleurs, si un jour les dossiers sortent, je ne le défendrai pas, en tout cas, publiquement. » C'est fou. C'est là que je me suis fait la réflexion. Eh purée, mais qu'elle a mis en carton celle-là, le pauvre. J'aurais dû me méfier. À peine lui avais-je confié le moindre doute que je pouvais avoir sur son ami, qu'elle s'est aussitôt empressée d'aller le voir pour lui raconter que je ne disais que du mal de lui dans son dos. Évidemment, inutile de vous dire qu'il l'a cru, elle, et que je me suis fait détester. Je tente de trouver un mème, vite fait, si je le trouve, parce qu'en fait, dans ma tête, et je pense que tous dans la tête, vous avez tous pensé à ça, obligatoirement. Mais je le trouve pas. C'est pas grave. Elle est là. Non, elle est pas grave. C'est pas grave, on passera. Je pense que vous avez tous pensé à Michel Galabru qui fait « La salope !» C'est d'une tristesse absolue. C'est vraiment d'une tristesse absolue. Pour changer, vous voyez un peu le genre d'histoire et de personnalité, je vous rassure, cette fan a connu quelques déboires et a su depuis se remettre, continuer à manipuler son monde et a acquis une petite notoriété où ses fans l'adorent et la trouvent tellement gentille, sincère et mignonne. Mais bon, elle parle de sa dépression, alors elle ne peut qu'être une victime. La dépression ne touche que des anges, c'est bien connu. D'ailleurs, utiliser la dépression comme bouclier universel est une tendance tristement répandue chez certains types de personnes. Dépression et burn-out. Il y a beaucoup, ils parlent de dépression et de burn-out. À part une couille sortie, il n'y a pas beaucoup de burn-out derrière. Les youtubeurs ne se rendent pas... il faut pas aussi amalgamer, il y a aussi des vraies dépressions extrêmement graves, dangereuses, terribles, et des vrais burn-out extrêmement terribles. C'est pour ça qu'il ne faut pas amalgamer. Il y a pas, tout n'est pas tout blanc, tout n'est pas tout noir, il y a un peu beaucoup de gris au final. Les youtubeurs ne se rendent même pas toujours compte qu'on profite d'eux. J'en ai connu un par exemple qui n'est entouré strictement que de profiteurs et d'opportunistes du niveau de la personne que je viens de décrire, car ses critères d'amitié sont « il est marrant, on aime les mêmes choses, il me critique jamais ». Et qui ne met donc dans son cercle d'amis que des gens qui sont fans et ne le critiquent jamais. Le jour où il ouvrira les yeux, ça sera terrible. Il me fait grande peine, mais n'essayez jamais de les alerter là-dessus. Vous avez vu comment ça finit pour moi. Ce genre de personne, tu pourras jamais les alerter. C'est prêcher un converti. Le mec est tellement dans son truc, même en lui mettant la vérité... C'est comme un platiste. Ou un complotiste. Même en mettant la plus grosse des vérités que la Terre est ronde, il continuera à trouver des excuses et des preuves irréfutables que la Terre est vraiment plate. Tu peux pas les alerter là-dessus, c'est compliqué. C'est comme un gars qui a un problème de boisson, tant qu'il ne se rend pas lui-même compte de ce problème de boisson, il ne pourra pas entamer son combat là-dessus. Ouais, ils essaient de me montrer contre mes vrais amis. Hashtag cause perdue. Toujours dans le registre des anecdotes, une amie qui avait disliké systématiquement toutes mes vidéos. Quand je l'ai appris, je lui ai demandé pourquoi et si elle pouvait arrêter. Réponse: non, c'est ma liberté d'expression, j'ai le droit de pas aimer. Ok. Mais pourquoi tu le fais dans le dos à ce moment-là? Si c'est un ami, dis-lui, je te mets un petit pouce rouge mon gros, pas dans le dos. Quel ami en or, vous me conviendrez. Je me suis donc progressivement éloigné, ce qu'elle a évidemment très mal vécu. Non mais Thomas, il approche les gens juste pour s'en servir et après il les jette comme il n'a plus besoin d'eux. Ouais, voilà, ça doit être ça. J'espère que j'ai... Évidemment, vous vous rendez bien compte que l'intonation de la voix est à but satiriquement humoristique. J'ose espérer qu'elle a pas cette voix-là, sinon ça doit être très compliqué sa vie. Oui, voilà, ça doit être ça, ouais. Ce ne serait surtout pas parce que je me rends compte que la personne est malsaine. Plus tard, je découvre que cette amie fait des tweets médisants sur mon compte, tout en venant me saluer grand sourire aux lèvres en convention. Et là, tu te dis... Michel Galabru. Comment peut-elle croire que je n'ai pas eu vent de ces saloperies qu'elle balance sur moi publiquement sur Twitter? Y est-elle donc atteinte d'une tumeur ou d'une autre atrophie du cerveau, l'empêchant de simplement passer à autre chose, plutôt que de passer son temps à médire sur mon compte
même des mois plus tard. Et troisième point, à venir me faire des gros bisous en convention, c'est génial et tout, c'est cool, blablabla. C'est donc tout naturellement que la dernière fois que cette personne est venue me saluer à la Japan Expo, je l'ai envoyé balader en lui disant être trop occupé. En réaction, elle part en baissant les yeux, mais en levant les bras, choquée. Ok. Mais en voilà chier. Parce qu'il y a aussi le côté être doux, ne pas être hypocrite, être soft, mais au bout d'un moment, une petite bifle, en mode métaphore, hein, pas véridique, ça peut être dangereux. Oui, non, c'est dangereux, il n'y a pas de contexte, il n'y a pas de circonstance atténuante à ça. En termes imagés. Mais juste, gros, t'as vu, entre les pouces rouges, entre tout ce que tu dis sur ton Twitter, tu viens tout sourire, va voir ailleurs si j'y suis, hein, au bout d'un moment. Et pas de feinter, ouais, mais non, mais je suis occupé. Non. Au bout d'un moment, tu peux t'autoriser à être un peu plus cash et un peu plus brut de décoffrage. C'est quoi ces gens? Je comprends pas, j'ai jamais compris. J'ai aussi cet ami, youtubeur génial, qui dès qu'on parle politique, alors le politique religion, c'est un bordel, c'est pour ça que j'aime pas parler de ce truc, parce que c'est juste, il n'y a pas de débat. La plupart des gens, il n'y a pas de débat, ils ont leur opinion, point, le reste à gueule. Et donc c'est pour ça que j'aime pas discuter, débattre de politique, ni de religion et tout ça. J'aime pas de débattre de religion, vous comprenez pas ma solitude que j'ai eue il y a quelques années, parce que j'ai fait une fac d'anthropologie, sociologie des religions. J'adore discuter de ça. Mais il faut discuter de ça entre personnes, on va dire entre guillemets, attention parce que j'ai pas le bon mot choisi, mais vous allez comprendre, entre personnes éclairées. C'est-à-dire qui comprennent un peu les tenants, les aboutissants, qui comprennent les bails et qui s'arrêtent pas juste à leurs idées reçues. Et donc il parlait de politique calmement et sur rien de sérieux, j'insiste sur là-dessus, sauter directement au plafond, c'était un « Mais ferme ta putain de gueule !» Alors, pour ceux qui se demandent aussi, encore une parenthèse, et si vous êtes là à 40 minutes, beau gosse à vous, mouche-toi gros con, j'ai une rhinite chronique, c'est comme si j'étais enrhumé toute l'année, j'ai des crises, des fois c'est plus simple, des fois j'ai des plus grosses crises, ça se guérit pas, il y a plein de trucs, hein, mais ça se guérit pas. Je sais que c'est extrêmement pénible, je m'en vois désolé. Malheureusement, je peux rien y faire. Ou une autre qui arrivait en retard au restaurant. Tout le monde avait commandé une pizza, sauf moi, qui avait pris un steak frites. Elle arrive, voit que je lui ai commandé sa pizza et me remercie et m'engueule sans transition. Quoi? Mais pourtant tu sais que je déteste les pizzas, tu te fous de moi? J'ai donc simplement échangé nos assiettes, rien à dire, mais même si moi je n'avais pas du tout envie de pizza, évidemment sans jamais recevoir le moindre remerciement. À quel degré de connard tu es pour l'engueuler? Mais tu sais que je déteste les pizzas. Mais ta gueule, déjà t'es arrivé en retard. Alors c'est déjà arrivé. C'est pour ça que je fais beaucoup de parenthèses, parce que tous ces événements un peu clichés sont des clichés, vous l'avez forcément vécu. En dehors de youtubeurs et tout, on a fait des restos entre potes, un pote arrive en retard, nous on crève la dalle, on lui commande quelque chose, et là, ouais mais j'aime pas, mais ta gueule, t'avais qu'à arriver à l'heure au bout d'un moment, et puis basta, ça s'arrête à ça. Bouffe ta pizza. Voilà, respecte un peu. T'arrives à l'heure, tu commandes ce que t'as envie, là tu bouffes ça et tu fermes ta gueule. Limite, tu le remercies, tu dis écoute, j'aime pas les pizzas, mais c'est gentil d'avoir pensé à moi et d'avoir commandé, comme ça j'aurais pas attendu une demi-heure et de manger après tout le monde. Bref. À quel degré de connerie tu peux être de l'engueuler? Ou encore cet ami d'un collègue youtubeur qui adorait mon travail et tenait absolument à me parler. Ok, on s'en donne rendez-vous sur Skype à l'oral et là il me raconte sa vie, qu'il veut faire dessinateur de BD, etc. et me demande de contacter un youtubeur hyper connu que je connaissais car il veut faire une BD sur lui et c'est même son seul espoir d'avenir. Un peu désarçonné par cette approche et cette demande incongrue, je lui explique que je ne vais pas aller le déranger pour ça, ne connaissant absolument pas la personne, qui du coup ne me contactait que pour que je fasse sa pub. Je me souviens encore de sa réaction. Quoi? Tu refuses de faire pression sur ce youtubeur alors que tout mon avenir est là-dedans? Mais ça te coûtera rien? Crise de larmes? Ça peut paraître exagéré, mais ça s'est exactement passé comme ça. Apparemment, je n'avais juste pas le droit de refuser cette demande. Ça m'est déjà arrivé aussi. Pour que je contacte quelqu'un d'autre pour leur boulot, pour leur vidéo, pour leur projet, pour leur truc, et à chaque fois j'ai refusé. Je fais gros, contacte-le, il est humain, contacte-le. Moi ça m'intéresse pas de le déranger pour ça.
prends tes clics et tes claques, enfin, ouvre tes gonades et vas-y, essaie de le contacter plusieurs fois, mais tu vas y arriver. Mais je vais pas aller porter ton projet. Surtout dans la façon dont il arrive. Tu sais, si c'est quelqu'un qui suit tes vidéos depuis longtemps, puis vous discutez, puis il y a une communauté, puis il y a une mini-lien, tu dis ok, je vais en parler 2 mots, puis voilà, il y a un petit lien qui s'est créé au préalable. Mais de brut en blanc, tu discutes 5 minutes et d'un coup il dit ouais mais non, ça serait bien, tu peux me contacter, est-ce que toi t'as des liens et tout. Non, là, non. Et du coup, c'est la même chose. Ouais, tu refuses ça. Franchement, t'as changé. Avant, t'étais beaucoup plus ouvert quand t'avais moins d'abonnés. C'est ridicule. Et forcément, je me dis, ce genre de personnes qui tiennent ce genre de propos, s'ils étaient dans le rôle d'en face, ils auraient les mêmes propos. Ils seraient outrés d'entendre ces propos. C'est rigolo. Ou encore cet ami, chez qui je viens passer la soirée, pas de place pour me garer, il sort et m'indique un stationnement interdit. Vas-y, t'inquiète, les voisins disent jamais rien, tous mes potes font comme ça. Alors là, c'est pareil, ça m'est déjà arrivé. Thomas, non! Moi, ça m'est déjà arrivé, ouais, tu te gares là. Je dis non, je t'inquiète pas, je reviens, même si c'est au bout d'une demi-heure, mais je vais trouver une place, t'inquiète pas. Tu te gares pas sur un stationnement interdit. Tout simplement parce que c'est interdit. Et c'est pas parce que t'as un copain qui dit ouais t'inquiète pas, non, c'est interdit, point. Y a pas de t'inquiète pas, tu trouves une place légale, point. Inquiet, je lui demande t'es sûr, faudrait pas que ma voiture finisse à la fourrière. Ouais t'inquiète, pas de problème, au pire je paye l'amende et tout promis, t'inquiète, fais-moi confiance. Évidemment la voiture a fini à la fourrière. Et surtout, dans ces cas-là, la loi de Murphy, elle est tout le temps là. Donc, évidemment, la voiture a fini à la fourrière, et quand j'ai demandé s'il comptait respecter sa promesse de payer l'amende, ouais, pas de problème, hein, mais là, j'ai rien sur moi, là, j'ai oublié ma carte bleue, c'est la fin de mois. Là, l'ami aussi est pas correct, il pourrait respecter sa promesse. La fourrière, c'est 400 balles, hein, minimum. Chez moi, la parole, c'est important. Il est évident que s'il ne m'avait pas incité à me garer là en promenant de payer l'éventuelle amende, je n'aurais jamais rien demandé. Au mieux, tu fais kiff-kiff, c'est genre 200-200. Mais compréhensif, je finis au bout de plusieurs mois par lui dire qu'il peut me signer une simple reconnaissance de dette. Je savais pas que ça se faisait, ça, entre particuliers, de reconnaissance de dette. Alors, aussi, Thomas ne voit pas ça comme une attaque. Vraiment, purement bienveillant. Je peux comprendre que t'as du mal à t'imposer, t'as pas un physique imposant. Donc tu peux, ta seule source possible, c'est de lui faire signer une reconnaissance de dette. Après moi, je vais pas jouer sur le cliché serbe du Golgoth d'1m90 pour 110 kilos, j'ai pas besoin de demander de reconnaissance de dette, généralement ils règlent leurs dettes. Mais voilà, mais avec toute bienveillance, un bisou. Câlin. Je ne suis pas pressé. Le mois qui suivirent, j'ai eu droit à 50 nuances d'excuses. Ah, t'inquiète, je te le fais dans la semaine prochaine. Là, je peux pas, j'ai papier. J'ai pas de papier, j'ai plus d'encre, j'ai plus d'imprimante, je suis pas chez moi, c'est les 2 ans de mon cactus nain, bref. Et j'ai encore tous les messages, j'ai fini par laisser tomber. C'est ça que j'ai dû supporter pendant des années dans ce milieu. Et je veux que ça sorte, je veux qu'on arrête de croire qu'Internet nous met forcément en relation avec des gens intéressants et enrichissants. Il y a aussi beaucoup de gens malsains, qui s'y regroupent de telle manière que c'est toi qui finis par te croire anormal. Et tout ce dont et tout ça ne sont que quelques exemples. La partie immergée de l'iceberg, des coups tordus, il y en a tous les jours et des gens tordus encore plus. J'ai eu qui par devant disait « Oh ouais, je t'adore, oh là là, t'es trop super, je veux trop rejoindre ton truc » et qu'on surprenait à dire par derrière « Ouais, j'y suis allé parce que j'ai vu de la lumière, clin d'œil, et ça donne des leçons de morale. Tout cela a résulté en un sentiment profond de solitude qui ne faisait que croître, que croître et que je ne comprenais pas. Comment pouvais-je être entouré d'amis tout en ressentant une puissante solitude en permanence ? Ce n'est que plus tard que j'ai dû prendre mes distances avec ce milieu que j'ai compris. Je n'y avais vraiment pas beaucoup d'amis. Les faux-semblants avaient pris le dessus en 2016-2017, je faisais souvent des conventions, j'étais entouré, sollicité, etc. Et pourtant malheureux comme les pierres. Pareil, je connaissais pas cette expression. Qu'est-ce qu'ils ont les pierres ? Pourquoi elles sont malheureuses les pierres ? Elles sont contentes les pierres, elles sont entre pierres. C'est d'un coup t'as un Marcel qui a... Salut, je suis Marcel. Oh putain, il y a Marcel. T'appelles comment ?
Guy. Tu veux pas t'appeler Pierre? Non, c'est Guy. Je connaissais pas cette expression, malheureux comme les pierres. C'est aussi pour ça que j'ai progressivement cherché à m'éloigner de tout ça et tracer ma propre voie, ma propre chaîne. Quand j'ai subi l'affaire de la calomnie, et rien à voir avec des pâtes ni de la bolognaise, Vox Menteur, j'ai pris tellement de haine que j'ai pensé à en finir. Et tandis que je ruminais de sombres pensées, j'ai revu tous ces gens sur le réseau, beaucoup de ces amis qui, pourtant, n'avaient rien à voir avec l'affaire, se marraient. Ils jouent sur la carte du suicide, des pensées obscures, mais il faut pas oublier, à tort ou à raison, l'affaire Vox Menteur était un des plus gros dramas qu'il n'y a jamais eu sur YouTube. C'était phénoménal, le tremblement de terre que ça a créé, que ça a généré. Moi, le seul regret que j'ai là-dessus, à titre personnel, c'est que j'avais pas commencé mes Dali Bourdin à l'époque, et donc je l'ai pas traité en vidéo. Peut-être un jour faire un rétro Dali Bourdin. Et ça serait bien. Un rétro Dali Bourdin, on se tape les 2 heures qu'ont fait le Voxmaker, enfin les anciens de Voxmaker, avec le hashtag Voxmenteur, dure 2 heures ou 2 heures et demie la vidéo, et en même temps, avec j'imagine bien, avec une espèce d'interview en direct de Thomas qui donne son avis à chaque timecode que j'aurais timecodé. Ça serait juste génial. Je te paye autant de caches de bière que tu veux, de la marque que tu veux, pour faire ça. Mais c'est un truc qui m'intéresserait. J'en étais où? Rire de moi, littéralement, rire de mon éventuel suicide. Je peux vous dire une chose, ces gens-là n'ont aucune valeur morale, ils ne méritent aucune attention, aucun égard, rien. Quand tu pousses quelqu'un au suicide et que ça te fait rire, quelle valeur penses-tu avoir? Et ce sont les mêmes qui vont faire des leçons de morale à tout va. Faites attention à vous, ça peut aussi vous arriver un jour. Ces gens-là, il faut juste le reconnaître et les fuir. C'est pour ça que j'écris tout ça. Il y a malheureusement des profils de personnes avec lesquelles s'investir est une totale perte de temps, et j'ai payé cher cette leçon. Mais j'aimerais finir sur une note positive. Car si je dénonce les mauvais gens, je tiens aussi à mettre en exergue les vertueux, les héros invisibles, les héros invisibles. Tous ces gens qui, à l'inverse, m'ont tendu la main, là je parle aussi des gens rencontrés sur internet, mais ceux-là sont plus rares. Quand j'étais en convention, l'une a par exemple pris sur elle de rentrer tard pour m'aider à ranger, pour que je puisse rentrer chez moi, car je m'étais retrouvé seul. Quand j'étais mal, une autre qui a immédiatement pris sa voiture et fait une route bien longue pour me rejoindre. Quand j'avais des difficultés financières, un qui a pu m'aider sans même me poser de questions, et que j'ai bien évidemment remboursé. Quand on avait pourtant essayé de la monter contre moi, une autre encore qui a dépassé son ressenti pour venir me parler et s'expliquer, permettant ainsi de lever facilement les mensonges. Mais surtout, toutes celles et ceux qui ont su braver la vague de haine quand on a cherché à me détruire, imaginez un peu. Une amie d'internet avec qui je m'étais disputé, nous ne nous parlions plus depuis très longtemps, elle apprend d'ignobles accusations à mon sujet et décide de venir me soutenir. Elle aurait pu le défoncer. Imaginez-vous la droiture de cette personne. Imaginez ce qu'il faut comme spiritualité pour faire cette distinction malgré un ressentiment personnel en pleine calomnie massive. Moi, ce que j'appelle être droit dans ses bottes. On peut se disputer ou rompre avec quelqu'un, mais il faut rester correct. Même s'il m'en voulait, même s'il ne m'appréciait pas, elle a simplement refusé de ne pas réagir face à toute cette injustice. Et elle n'était pas la seule à agir ainsi. Devant un tel comportement, je me sens humble et profondément honoré d'avoir la chance de côtoyer de telles personnes. Ces gens-là sont proprement admirables, car en venant me soutenir, en mettant de côté les différends, pour quelque chose de plus grand, ils forcent le respect. D'autant plus qu'ils n'avaient aucun intérêt à le faire, rien à gagner et tout à perdre. Je voulais finir sur cette note pour bien montrer qu'il n'y a pas que des ordures non plus dans ce milieu, mais que les gens bien sont aussi rares que discrets. Car l'immense majorité des gens qui se sont conduits avec droiture, sans partir dans le lynchage idiot, sont invisibles. Intéressons-nous à ces gens discrets, mais si essentiels. Ceux-là, aucun réseau social, aucune convention ne les mettrait jamais en avant. Et pourtant, ils méritent qu'on parle d'eux. Ce qui veut dire par là, c'est que c'est un milieu de requins. Les gens souvent, pas tous hein, évidemment, faut pas tout mettre tout le monde, mais une partie des gens qui arrivent à
mettent le projecteur sur eux, c'est aussi par des jeux d'influence, des magouilles, et ils arrivent à dominer le game. Et ce, même s'ils proposent un taf admirable et incroyablement qualitatif, s'ils n'ont pas cette fibre pour jouer dans ce jeu d'influence, ils seront jamais mis en avant, jamais invités, parce que ils n'apporteront rien. Et c'est ça qui est triste. En termes de notoriété, d'influence et tout ça. Évidemment, pas amalgamé. Ça touche des personnes. Et pourtant, ils méritent qu'on parle d'eux. Voilà pourquoi je finis ces lignes, non pas en parlant de ceux qui font toujours du drama, mais en donnant le mot de la fin à ceux qui, justement, n'en font jamais. Merci à vous d'exister. Vous pouvez apporter vos propres témoignages en commentaire. Une seule règle, anonymisez tout. Soyez dignes, nous sommes là pour partager des expériences et non salir des gens. Les faits présentés ici sont bien réels, mais pour respecter l'anonymat, les lieux, les dates et caractéristiques des personnes ont été changés. Il y a eu un commentaire qui a été posé et qui est assez pertinent sur un passage, c'est celui-ci. Il donne d'autres anecdotes. Kukirio. Et il dit... Côté youtubeur, c'est pire. Autant avant je parlais du relationnel entre artistes, un milieu où l'on doit se soutenir vu la précarité, mais côté youtubeur, il peut aussi avoir des manipulations complètement gerbantes. Lorsque tu parlais des youtubeurs avec leurs cours, j'en ai pensé à un immédiatement qui avait littéralement la sienne, un ami et une ex-amie y étaient. Et c'était absolument à gerber. Je ne suis jamais allé sur ce Discord, mais pour avoir un peu côtoyé les personnes, je sais ce qu'il en ressortait. À la sortie de l'hôtel, ça parlait d'aller déglinguer des culs si c'était pas à l'accompagnateur ou à l'accompagnatrice que des propositions salaces étaient faites. Dans les bars, cela mettait en avant leur statut de youtubeur pour tenter d'avoir des consos gratuites. Pour moi, ça... Le mec, c'est catégoriquement un gros connard opportuniste sans aucune valeur. Peu importe la raison, peu importe le contexte. Les youtubeurs, influenceurs qui grattent sur leur fame pour avoir des consos gratuites, pour pas payer leur hôtel, pour pas payer le restaurant, c'est juste des gros connards. Point. Point. S'il est invité en convention et qu'il a des repas offerts, ça c'est une autre histoire. Mais dans ces cadres-là, c'est dégueulasse. Et j'en ai vu. C'est vraiment dégueulasse. J'étais une pauvre fan naïve jusqu'au jour où j'ai su que la personne que j'aimais bien suivre se foutait royalement de ses abonnés au point de les insulter hors live ou entre amis. Il y a eu, j'ai assisté à des discussions comme ça. Moi, je suis une communauté, mais c'est des blaireaux, des freaks. Vous savez, F-R-E-A-K, des monstres. Il y en a, ils sont malaisants. C'est... Ouh. Mais bon, v'là les vues qu'ils m'apportent, les dons qu'ils me font. Je fais avec, j'envoie 2-3 commentaires sympas, je leur souris quand je les rencontre. À le bifler jusqu'à ce qu'il y ait une molaire qui saute, on est d'accord. D'ailleurs, j'ai appris qu'une des filles de ce groupe a arrêté tout contact avec eux car elle a été harcelée par ces mêmes personnes, parents inclus, sympa pour des amis. Il y a aussi les youtubeurs qui en live ou devant les abonnés prônent des messages louables, mais derrière leur écran ou en off n'appliquent même pas leurs conseils, voire pire. Comme un youtubeur se vantait entre potes de draguer de la minette, et lorsqu'il est visé par le hashtag balance ton youtubeur, il se met en off quelques semaines pour revenir l'air de rien, histoire que la grosse vague soit partie. Ou à l'inverse, des personnes jalouses qui vont détourner des conversations pour nuire. Mais le pire est l'histoire du viol. L'histoire de viol de la part d'un youtubeur à une soirée que j'ai entendue, vrai ou non, je n'étais pas à cette soirée, mais la personne qui me l'a raconté est quelqu'un de confiance qui ne m'a jamais déçu. Ce milieu est néfaste, et ne vaut pas la peine de s'y intéresser. On adule les youtubeurs alors que ce sont des personnes qui ont su bien se montrer à la caméra. Leur métier, c'est leurs images. Ils veulent qu'on les aime, pas qu'on les déteste. Ils se forcent à l'écran. Il vaut mieux s'investir dans ses amis IRL et ne pas chercher à rencontrer ses idoles. On est vite déçu. C'est un témoignage extrêmement triste. Extrêmement réaliste, mais diablement malheureusement triste parce que au final, ce qui est ça qui est chiant, c'est que tout le monde en pâtit. Il y a énormément, une grosse majorité de youtubeurs qui sont droits dans leurs bottes, qui méritent plein de choses, et malheureusement se font conspuer, se font mettre le doute par ce genre d'histoire. Mais en même temps, c'est très important
de parler de ce genre d'histoire, il faut surtout pas l'occulter, il faut être transparent de ce côté-là. Voilà. C'était un grand merci à toi Thomas Sirix pour cette deuxième partie hautement qualitative. J'espère que cette vidéo, bien que longue, vous a plu. Et pour une fois qu'on parle de longueur, vous allez pas me dire que c'est pas la taille qui compte, hein. Partagez ces histoires autour de vous. Likez, clochez, dislikez, commentez, abonnez-vous, phagocytez l'algorithme de YouTube. Merci de soutenir la chaîne. Et on se retrouve pour d'autres vidéos.